Bouchez-vous les oreilles, Talal, votre humilité va en prendre un sacré coup. Vos interventions, vos posts, vos publications respirent la passion et l'enthousiasme. Et on a besoin de gens comme vous, Talal, pour vous dire, pour insuffler l'optimisme au quotidien et apporter un peu de sagesse dans ce monde de brut. Ceci dit, j'espère que vous allez jouer franc jeu et je compte beaucoup sur votre sincérité, votre parler vrai, si on devait parler politique, car je rappelle le but de cette émission est de disséquer la réalité socio-économique de notre pays dans le périmètre qui nous est circonscrit, j'ai presque envie de rajouter. Avant de se lancer, dites-nous un peu qui vous êtes. Je sais à travers votre compte Twitter que vous êtes un mordu du ballon rond et que vous ne jurez que par le Wydad. Mis à part le foot, un sport qui vous tient à cœur. Je vous remercie déjà de m'accueillir dans votre émission et puis surtout de voir que la jeunesse de notre pays s'intéresse à la médiatisation de certaines personnes pour pouvoir partager des idées, émettre un débat et puis surtout démocratiser la prise de parole. Et c'est vrai que dans notre pays, on a besoin de ce type de situation qui permettent justement à nos jeunes de se retrouver, de rayonner et certainement de croiser leurs idées. Après, oui, en effet, je suis passionné de sport en général. J'aime beaucoup les Jeux Olympiques parce que c'est multidisciplinaire. Et dans le sport, il y a de la passion, il y a de l'abnégation, il y a de l'endurance. Il y a également une stratégie à adopter, une philosophie de vie. Donc c'est tout un style quelque part qui se met en place quand on aime le sport. Et le sport fait partie des points de développement des nations développées d'ailleurs. Quand on prend le classement des Jeux Olympiques, vous avez les 7 nations les plus développées du monde qui gagnent les Jeux Olympiques. Donc on est vraiment sur un lien entre le développement, entre l'émancipation et le sport qui sont unis. Je suis Talal Shakir, je suis enseignant pour répondre à la présentation. J'enseigne les sciences économiques et sociales, j'enseigne les sciences politiques aussi et toutes les matières qui sont afférentes. Et également, je suis chroniqueur sur Lux Radio depuis un certain nombre d'années et c'est ce qui fait une conjugaison de 2 passions que celle du partage du savoir. J'aimerais qu'on inscrive ce débat sur une temporalité longue. Mais j'ai une question qui a trait à ce qui chamboule nos vies depuis un peu plus d'1 an. Une population confinée qui ne se révolte pas, c'est une population qui finalement prend goût à la pauvreté, c'est un peuple respectueux des institutions qui le gouvernent, c'est un mélange des deux. C'est d'abord le monde qui le fait, tout le monde est dans les mêmes conditions. Je pense qu'on vit vraiment la mondialisation sur tous ses aspects. Aujourd'hui, tout le monde a mal de la même façon, tout le monde devient pauvre de la même façon, tout le monde perd son emploi de la même façon, on a quasiment les mêmes inquiétudes. Et pour une fois, on a pu voir que les gens mouraient de la même façon, avaient peur de la maladie de la même façon. Donc c'est une vraie mondialisation pour une fois, et qui a pu gommer les différences entre pays pauvres et pays riches. Après, le monde entier est confiné, et c'est une situation qui n'est pas propre à un pays donné, et il me semble que la notion de ces nouvelles notions, cette nouvelle, j'allais dire, politique qui vous impose un certain nombre de styles de vie, de rythmes de vie, qui vous impose des conditions obligatoires, qui durent depuis 1 an et demi maintenant, ou 1 an et quelques mois. C'est vrai que c'est pas évident, mais on ne découvre pas la pauvreté à travers le Covid. Peut-être qu'on la lit différemment. Il faut rappeler tout simplement que le monde arabe est sorti d'un printemps arabe il y a quelques années, où en 2011, il y a eu des appels à la liberté, des appels à la justice, des appels à une dignité, et que ces appels ont été entendus. Et je pense que le Maroc a une jeunesse qui s'appelle le 20 février, et qui porte bien ce projet, et que ce projet-là a auguré un certain nombre de gouvernements qu'on a pu voir, qui ont pu répondre en partie, en totalité, on verra, en fonction des avis aux questions. Aujourd'hui, le Marocain est quelque part ressemble aussi aux conditions d'autres populations dans le monde, dans le sens où c'est un blocage mondial pour l'instant. C'est tout frais, on n'est pas capable d'avoir ce recul pour dire ce qu'il en est, pour pouvoir comprendre et analyser. Mais pour l'instant, c'est vrai que recevoir ces ordres-là sanitaires, ces obligations sont gênantes pour tout le monde, qu'on soit canadien, qu'on soit néo-zélandais, qu'on soit marocain. Il me semble que les situations sont similaires. Il est vrai que dans notre pays, les filets sociaux n'ont pas fonctionné comme ailleurs, mais ça aussi, c'est pas une surprise. Et je dirais qu'aujourd'hui, je pense que les peuples n'ont pas besoin de se révolter pour exister. Ils ont besoin aujourd'hui, de dire les choses différemment. On a besoin d'être unis sur des concepts. Je pense que la révolte, c'est la révolte intellectuelle. Vous êtes en train de faire de la révolte aussi aujourd'hui,
par le biais de transfert d'idées, par le biais de transfert d'énergie, par des créations d'entreprises qu'on voit de toutes parts. Je crois que c'est une révolte du XXIe siècle aujourd'hui. Elle prend d'autres formes, tout simplement. Bien, commençons par établir l'état des lieux de ce qu'on pourrait décrire comme notre collective mindset ou notre état d'esprit collectif. L'angle est un support orienté économie, mais dans la finalité de favoriser, in fine, une sorte, plutôt favoriser l'émergence d'une intelligence collective. On part du principe que soit on la joue collectif, et je sais que vous aimez les sports collectifs, soit on part se refaire une vie ailleurs et on s'achète une conscience en disant que le Maroc, après tout, avait toujours été une plateforme où des flux migratoires ont toujours transité, etc. Et ça justifierait au passage cette absence d'ancrage et cette absence de patriotisme ressenti chez les jeunes. Est-ce que c'est légitime pour avancer de se cantonner à la lecture suivante qui consiste à dire qu'au fond, on n'en a rien à faire du patriotisme? Ça n'est pas une question de patriotisme aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, on est en train de vivre effectivement un monde qui devient plus collectif, on l'a bien compris. On parle bien d'immunité collective aujourd'hui. Je crois que la maladie des uns va dépendre de la survie des autres. Le monde individuel est en train de se remettre en question après avoir été très fort en termes de possession de moyens de production, de moyens de communication. Nous avons été, on a semblé très puissants avec nos lives, nos réseaux sociaux, nos capacités de dire. Mais on a bien compris qu'aujourd'hui, il y a une pause qui a été inscrite dans le sens où nous devons jouer collectif, comme vous l'avez rappelé, et on parle beaucoup de collectivité. Aujourd'hui, on est sur un circuit où des remises en question sont posées. Oui, c'est vrai que l'immigration continue, que les gens pensent toujours espérer vivre ailleurs. Il y en a qui souhaitent immigrer, bien entendu. La question qu'on peut poser, c'est immigrer où aujourd'hui déjà? C'est un gros problème. On ne sait plus où aller, puisque les conditions sont plus les mêmes et puis défavorables un petit peu partout. Deuxième point, je pense que nous n'avons pas perdu de patriotisme. Au contraire, on l'a gagné. Un individu ou un citoyen qui remet en question le lien avec son pays est quelqu'un qui a compris le rôle de la citoyenneté. Redéfinir la citoyenneté, redéfinir le rapport de l'État avec nous-mêmes, redéfinir les obligations de nous-mêmes avec l'État et vice-versa, sont une nouvelle forme de patriotisme. Il ne s'agit pas de lancer les drapeaux à travers les fenêtres et chanter l'hymne national que d'être patriotique. Il s'agit aussi de contribuer à la chose publique, de contribuer au développement, d'y contribuer avec intelligence, d'y contribuer avec passion, justement. Et il me semble que les pays qui nous ont devancés, qui ont réussi, que ce soit les pays asiatiques, la Corée du Sud, que ce soit le Vietnam, que ce soit des pays asiatiques qu'on pensait très pauvres, ils l'ont réussi par une forme de situation individuelle à laquelle on a pu additionner une volonté d'arriver et donc un collectif. Le Maroc aujourd'hui et le Marocain aiment leur pays. On voit lors des causes importantes, quand il s'agit du Sahara marocain, l'émulsion qui est créée partout dans le monde. Et on voit aujourd'hui effectivement qu'en nous restera et reste gravé ce lien au pays. Maintenant, son expression, son attachement, sa colère, parce qu'on a le droit d'être en colère. Vous avez parlé de révolution tout à l'heure, il me semble que c'est normal. Pourquoi cacher sa colère? La colère n'est qu'une situation qui va permettre d'apaiser les esprits après, pour retomber quelque part dans une forme de sagesse. Et je crois que c'est la maturité du peuple qui est en train d'être travaillée. D'autres nations nous ont devancés, la nation européenne nous a devancés parce qu'elle a eu sa colère. Ils ont eu l'affreux qu'on n'a pas eu, ils ont eu la guerre, heureusement d'ailleurs. Ils ont eu 2 guerres mondiales. Et les psychés européennes aujourd'hui vivent avec 2 cauchemars que sont la Première et la Seconde Guerre mondiale. Ce qui a fait leur union après. L'Union européenne n'est que le résultat de tout cela. Aujourd'hui, nous-mêmes en Afrique, on est en train de vivre des choses différentes. On vit une autre forme de nationalisme, une autre forme de patriotisme. Tant mieux s'il se dessine autrement, et il devrait se dessiner autrement. Parce que suivre le canevas hérité de l'héritage, quelque part, post-colonial, serait une erreur, et ça l'a été jusqu'à maintenant. Et c'est pour ça que je pense que sous la politique globale du pays, sous la politique globale du roi, nous sommes en train de voir que nous nous focalisons plus sur l'Europe uniquement. Il y a des mecs, la Turquie, la Chine, on frappe à la porte d'Amérique latine, l'Afrique aussi, même s'ils sont quelque part en déconnexion avec notre projet national, mais c'est pas grave. Il s'agit d'adresser la parole à tout le monde, de reconstruire une notoriété marocaine dans le monde, et surtout de comprendre que le monde est disparate et qu'il n'est plus une seule boule unifiée comme on l'a pu le voir dans un monde unipolaire durant une période post-guerre froide. J'entends, revenons un peu vers le nationalisme. Quand
vous avez parlé de l'expression justement de ce nationalisme qui pose problème. Quand vous avez par exemple un auxiliaire de l'intérieur, par exemple, qui a plus de pouvoir qu'un secrétaire général d'un parti élu, mine de rien, par une frange de la population, quand vous avez par exemple des journalistes qui sont intimidés parce qu'ils font des enquêtes, ils écrivent des articles sur des boîtes puissantes, sous prétexte que ces boîtes sont puissantes, comme je parle des EEP, les entreprises d'établissement public, comme l'OCP par exemple, quand vous avez des citoyens qui ont l'intime conviction qu'ils n'ont de compte à rendre à personne, est-ce qu'il ne faut pas arrêter de jouer avec la fibre nationale, cette fibre nationaliste? Vous savez, j'entends Parce que c'est ça finalement qui se cache derrière le Made in Morocco. Si on venait à pousser la réflexion un tout petit peu plus loin. Oui, vous savez, un pays est une histoire. Et une histoire est un ensemble de faits qui sont passés. Et nous avons hérité de ces éléments. Nous héritons d'une période, si vous pouvez le dire, de Hassan II jusqu'à à peu près 99, son décès. C'est un Maroc différent de celui de l'an 2000 jusqu'à 2021. Donc ce sont deux grandes périodes. Nous, on a eu la chance d'être à cheval sur les deux générations. Et le schéma économique, le schéma politique, le fonctionnement de l'État, le partage du pouvoir, le rôle de la presse, le rôle des institutions, il est en âge d'adolescence. Il est en train de changer. Donc, à mon sens, aller trop vite, quelque part, pousser des débats qui, à mon avis, seraient plus des débats qui ne seraient pas perçus, compris, serait aller trop vite en besogne. À mon sens, il faut respecter le temps. Et je crois que notre pays a réussi à avoir une forme d'évolution. Les citoyens s'expriment. Vous avez parlé tout à l'heure des commis de l'État qui seraient plus puissants qu'eux. Oui, mais parce que, en même temps, il faut comprendre que le Marocain, doit comprendre son rôle électoral, doit comprendre ce qu'est la démocratie. L'élu doit comprendre quel est son rôle, quel est son mandat. Ils l'ont pas compris. Il me semble que la Constitution de 2011, quand on la lit avec passion et attention, on voit qu'il y a des ouvertures intéressantes. Sauf que l'élu lui-même n'a peut-être pas compris son rôle. Les partis ne jouent pas de rôle. Les partis, ils sont silencieux aujourd'hui, les partis politiques. Donc, vous avez une structure qui est mise en place, des acteurs qui sont en devenir, des acteurs encore adolescents. Ils ne sont pas encore arrivés à l'âge adulte, il faut attendre. Et aujourd'hui, j'ouvre la parenthèse de l'éducation. L'éducation, malheureusement, nuit à cette structure. Et tant qu'on a un divorce entre la volonté de ce qu'on veut devenir, parce que tout ça c'est évident, on le sait, et les moyens que l'on met en place pour y accéder, on sera en difficulté. Il faut aujourd'hui, pour avoir une vraie démocratie, celle où la presse est puissante, celle où le parti politique est entendu, celle où l'État n'est qu'au service du citoyen, ce sont les équations que vous avez citées, il faut qu'on arrive à un degré de maturité des citoyens qu'on n'a pas encore. On est encore à des 60% d'analphabétisation, on a des situations qui sont précaires, etc. Et même la santé de la dignité, c'est même pas la santé mentale de beaucoup de nos concitoyens a été atteinte. Et effectivement, je crois qu'il faut, à mon sens, qu'on laisse le temps au temps et qu'on continue à travailler. Tous comme acteurs dans la scolarisation, dans la mise en place d'une maturité, dans un débat public, dans un débat ouvert, dans une prise de risque. J'ai cité tout à l'heure Twitter. Moi, sur Twitter, personnellement, pour parler de moi-même, je lance des idées qui fâchent parfois, et puis je vous dis pas, c'est des coups qu'on prend. Mais c'est aussi la possibilité d'ouvrir un débat, qui avant ne l'était pas. Il faut avoir le courage aussi d'aller de l'avant. Heureusement, nous avons le moyen de le faire aujourd'hui par les réseaux sociaux. À mon sens, publier des banalités n'est pas responsable. Publier un engagement l'est davantage. Et donc, il faut appeler à ce type de fonctionnement parce que c'est ce qui va permettre de réveiller l'homme politique. Vous savez qu'aujourd'hui, on a une dizaine d'hommes politiques qui écrivent sur les réseaux sociaux, qui s'engagent sur les réseaux sociaux. C'était pas le cas il y a 5 ans. Ils étaient cachés, ils voulaient pas le faire. Là, on interpelle le chef du gouvernement. C'est qu'un paria. Vous vous rendez compte? Moi, je suis de la génération de Hassan II. Il y a juste 30 ans de cela, qui aurait pu parler à un ministre? Là, M. Lasmeni, on peut l'interpeller. Donc c'est nouveau. Et c'est nouveau pour nous. La démocratie en France, elle a mis un siècle et demi. 1789, 1960. Vous vous rendez compte un peu, 1068. Donc, comparons ce qui est comparable. Nous avons une structure économique qui est monopolistique, nous le savons. Nous avons des structures qui sont rigides, c'est vrai. Mais c'est à nous, aujourd'hui, d'être capables de brouiller un peu, de bouger, de proposer quelque chose d'intelligent pour que les personnes pour lesquelles on vote soient responsables. Aujourd'hui, je pense que les élus, de plus en plus, sont acculés par une pression où ils doivent rendre des comptes.
Article 1 de la Constitution, rendre des comptes. Et ça, on ne le fait pas suffisamment. Ils doivent rendre des comptes. Et celui qui n'est pas capable de rendre des comptes, c'est quelqu'un quand même qui va préférer faire parler le comité d'État plutôt que lui-même. Donc c'est une structure, à mon sens, à laquelle il faut donner le temps, pas trop de temps, mais il faut lui donner le bon coup de fouet, les bonnes raisons, les bonnes résolutions, les bonnes idées, et être acteur, encore une fois. Nous sommes au siècle où le citoyen doit être acteur. La démocratie ne va pas se limiter au bureau de vote, elle va être complètement mise en situation, mise en exercice, mise en examen par le citoyen sur les réseaux sociaux. Et je crois que, je finis là-dessus, le cas de Donald Trump sur les 4 années, où il a pu brouiller toutes les pistes et mettre en place une diplomatie de Twitter et diplomatie 2.0. On va revenir sur l'éducation, le politique, quitte à ratisser un peu large avec cette question. Qu'est-ce qui nous empêche d'échapper, on va dire, ou de mettre fin au développement du sous-développement au Maroc? Est-ce que vous êtes d'accord avec ce postulat de départ? Je suis parfaitement d'accord, et c'est vrai que moi je vais donner. Est-ce que c'est la mauvaise foi, la cupidité, l'irresponsabilité? C'est quoi? Il y a il y a une dimension éthique quand même qui est assez négligée dans l'analyse économique, socio-économique. Ouais. Alors pourquoi nous développons dans le sous-développement? Parce que nous avons raté quelques épisodes. C'est clair. Il faut bien comprendre que ce qui constitue le tissu social, la société, sont le savoir du citoyen, sa santé et son bien-être. Je pense que si on veut copier un modèle, les modèles qui nous devancent ont mis l'accent sur l'éducation. Quand je parle d'éducation, ce n'est pas le fait d'aller à l'école, c'est le savoir. C'est le savoir, c'est la capacité de devenir autonome. Qu'est-ce qu'on produit à la fin? Un jeune autonome, engagé, responsable, libre et capable d'accepter le débat. Je crois que c'est l'école nationale, si vous voulez faire une vraie révolution de l'école, c'est quand on met un intrant à l'âge de 4 ans ou 5 ans, quand il sort à 18 ans, je voudrais avoir quelqu'un de responsable, d'engagé, de passionné et d'honnête, autant que possible se fera, dans cet aspect-là. Donc l'éducation a été un rendez-vous manqué. C'est quasiment, on parle beaucoup de terrorisme aujourd'hui, je crois qu'il y a eu du terrorisme éducatif. Laisser choir l'éducation, que des Marocains n'aient pas accès à l'école dans beaucoup de zones, c'est terrible. Que l'on voit des enfants traîner dans les rues à 10h du matin, ça n'est pas acceptable. Que l'on soit dans une médiocrité du statut de l'enseignant, ça n'est pas du tout imaginable. Donc vous avez des ingrédients qui vont vous donner une véritable bombe à retardement. 2003, 16 mai 2003, attentat de 2003. Le lendemain, Sa Majesté se présente sur les lieux pour soutenir et pour effectivement être proche des familles et du peuple tout simplement. Pour quelle raison? Pour la simple raison qu'on a compris qu'on a raté quelque chose, qu'on a raté des rendez-vous où ces jeunes-là devaient être pris en charge. Et toute la zone de Sidi Mohamed devient une zone où des associations se mettent en place pour comprendre. Parce qu'ils ont compris que le terrorisme, la débauche et puis la déperdition sont le résultat d'un problème d'éducation. L'éducation, on l'a manqué. Depuis 90, on a vécu l'arabisation avec une montée d'une volonté de Darija. J'ai pas compris ce débat. Moi, j'aurais souhaité que les Marocains parlent allemand, chinois, japonais. Oui, et puis après, Darija, c'est pas un souci. Et on le sait parfaitement. Donc, cette façon de se recroqueviller sur un débat linguistique est erronée. L'éducation a beaucoup manqué. Et à mon sens, c'est ce qui a fait défaut aujourd'hui, puisque en 20 ans, depuis 2000, accession au trône, 30 juillet 1999, jusqu'à aujourd'hui, on a été exceptionnel sur le plan de la structure. Routière, autoroutière, portuaire, aéroportuaire, ferroviaire, on a tout, il faut le dire. J'ai vécu les deux Maroc, je vous le dis. C'est exceptionnel. Maintenant, on ne pouvait pas tout faire, c'est certain. Mais ce qu'il ne fallait pas négliger, c'est quand même l'humain. Et l'humain a perdu. À mon sens, l'humain a perdu. L'humain a perdu. J'ai l'impression que le Marocain est moins heureux et moins capable d'eux qu'il y a 20 ans. La classe moyenne a été diluée quelque part. On a eu un éclatement des cellules de classe sociale, de CSP, entre des clans de riches. C'est même pas des classes sociales, c'est des clans de riches. Une classe moyenne subdivisée en plusieurs classes, et puis une classe pauvre qui n'a accès à pas grand-chose. Et ça n'est pas concevable. Ça n'est pas concevable. Il faut qu'on apprenne à tous marcher ensemble. Et c'est pour cette raison que l'éducation
permet l'ascension sociale. Les fondamentaux. L'éducation permet l'ascension sociale, permet la méritocratie et permet justement d'avoir une dignité humaine. Très important. Aujourd'hui, je pense que beaucoup de nos concitoyens, par pauvreté, ont perdu toute dignité. Il faut la retrouver. La santé aussi est un point important. La santé mentale. J'ai pas envie de donner des chiffres de la situation des Marocains malheureux. Ça a été d'ailleurs près de la moitié, un Marocain sur deux est malheureux, hein, selon le matin du Sahara. C'est terrible quand même, que de voir que dans un pays où il y a une luminosité, où il y a des plages, il y a des montagnes, il y a un désert, il y a tout pour vivre, qu'on soit malheureux. Ça n'est pas normal. Donc nous pouvons faire. Et pour moi, les deux rendez-vous manqués qui nous ont poussés à rester dans le sous-développement, ça a été, première chose, l'éducation et la santé. Je n'invente rien. Et c'est ce qui a rendu quand même malheureux beaucoup de personnes. Grâce à cela, vous avez des statuts. Le statut de l'enseignant, le statut de l'éducateur, le statut du médecin, le statut du service public aussi, qui permet d'aller vers le... Voilà, ce sont effectivement les questions du sous-développement dans son approche normative. On va revenir sur l'éducation. Je sais que l'éducation, c'est un sujet qui vous tient à cœur. Quand on voit vous venez de l'évoquer, les projets, tous les grands chantiers réalisés durant les deux dernières décennies, infrastructures, finalement, quand on prend du recul, nous n'avons pas un souci sur la réalisation. Nous n'avons un souci parfois sur l'exécution, c'est le cas de Mazen, bon, fermons la parenthèse, mais parfois sur la pérennisation. Et d'où peut-être l'intérêt de se poser la question quel rôle joue le gouvernement dans tout ça. Et quand on regarde les gouvernements qui se sont succédés depuis l'indépendance, ont pour trame unique de redistribuer la richesse, sans pour autant chercher à la maximiser, à maximiser les richesses, et donc encore moins à booster la croissance. Ce qui pousse peut-être à poser cette question, qui est de dire finalement les politiques ne se soucient jamais de l'efficacité. Alors là, on a un énorme problème qui est celui du post-réalisation, ce qu'on appelle les finitions. C'est-à-dire qu'on a des budgets, on met en place des structures, elles sont construites, et j'ai l'impression qu'on ne pense pas au budget futur de l'entretien. Exact. Et c'est dommage, parce qu'il y a beaucoup d'investissements qui sont faits devant nous, des structures publiques intéressantes, qui ne sont pas suivies. Et donc, ça part en déperdition. Il faut qu'on comprenne que dans ce pays, il y a forcément un budget pour maintenir. Il y a eu des projets sur Casablanca magnifiques. Il y a eu des projets publics, des jardins, des parcs, qu'on a laissé choir avec le temps. Et il a fallu que les réseaux sociaux, je m'en souviens très bien, alertent sur la situation grave pour qu'on mette des agents de sécurité. Donc, la notion de finition n'est pas propre à nous. Et c'est encore une question de méthode et d'éducation, encore une fois. Donc, nous devons savoir pérenniser nos projets, dans le sens où, bien entendu, un projet est un projet qui dure sur le temps, et c'est un patrimoine. Que la chose publique devienne patrimoine encore. Et ça nous ramène à l'éducation. La chose publique n'est pas un patrimoine chez nous. Le Marocain ne considère pas, nous ne considérons pas la chose publique comme un patrimoine. C'est un patrimoine, c'est à nous. Et comme c'est à nous, on devrait justement en prendre soin. Et le nous doit être défini. Ensuite, on a une économie qui est une économie de rente en grande majorité. C'est encore une économie familiale. C'est encore une économie monopolistique. Si vous prenez le secteur bancaire ou le secteur de la télécommunication ou le secteur de l'agroalimentaire, 1, 2, 3, 4, 5, 6 banques. Voilà, on n'a pas voulu laisser. Voilà. Et puis en plus, le soir, ça dîne ensemble, ça décide ensemble. C'est même des ententes. D'ailleurs, le Conseil de la concurrence devrait s'y pencher. Il s'est penché sur certaines questions. On va y rentrer. Mais nous avons une situation monopolistique. Voilà. Ce qui fait que on ne peut plus créer de valeur ajoutée. Monsieur Jouhari, le gouverneur du Maroc, insiste à chaque fois qu'il intervient sur la notion de valeur ajoutée. Il parle et il rappelle qu'il faut créer de la VA. Mais pour créer de la VA, il faut de la concurrence. Il faut de la liberté. Il faut des investissements. Il faut un rôle des banques. Les banques ne jouent pas le rôle. Le taux directeur est à 2,5 aujourd'hui. Le roi a demandé à ce qu'il baisse. Les banques n'ont pas bougé d'un cran. Donc, c'est-à-dire qu'on veut rester sur un taux important. Et donc, le financement asphyxie les TPME aujourd'hui. Donc, nous avons une économie qui doit être dépoussiérée, reconsidérée, pour vraiment donner aux acteurs économiques la capacité de concurrence.
une capacité concurrentielle pour créer de la valeur ajoutée et permettre à des acteurs de créer de la matière grise. Et À quoi devrait ressembler, selon vous, une économie équilibrée? d'abord concurrentielle. Un marché libre avec sans coercition, avec un État minimal. Je vous parlais tout à l'heure de retard et de rendez-vous manqués. On a aussi un rendez-vous manqué. Les accords de libre-échange. Les ALE, au Maroc, c'est une vraie plaisanterie. On en a signé un certain nombre. Il n'y a pas un pays qui est déficitaire par rapport à nous. Ouais. C'est-à-dire que nous sommes déficitaires par rapport à tout le monde. C'est terrible qu'on signe des accords où il devrait y avoir des avantages et on se retrouve déficitaire. Donc ceci n'est pas normal. La Turquie, récemment, la Turquie, je vous dis pas, je n'ai pas cessé d'interpeller sur une enseigne qu'on connaît. Pour la Turquie, je ne vois pas pourquoi de la confiture, ce que fait la confiture chez nous étrangère, voilà. Alors qu'on a une usine qui risque de perdre des emplois. Et heureusement, il y a une réaction. On est en train de taxer à des pourcentages incroyables des produits qui n'ont rien à faire chez nous. Parce que justement, il faut donner la chance aux consommateurs marocains pour qu'ils puissent consommer marocain. À quel moment on a parlé de consommer marocain? On a parlé de cela l'année dernière en mars. C'était le confinement. C'était suite au... Voilà, exactement. Parce qu'on s'est rendu compte... Avec le double choc de l'offre et de la demande. Oui, mais ça, c'est quelque chose dont on devait parler depuis longtemps. Ça fait au moins 10 ans qu'on appelle à ce qu'on consomme marocain. C'est un acte qui est normal. C'est préférentiel. C'est préférentiel de choisir son produit national. Ça permet de protéger des emplois. Ça, c'est un premier point et il est important à rappeler. Ensuite, il faut qu'on soit capable, justement, d'abord de fermer nos frontières momentanément. Nous avons un taux de pénétration qui est énorme. Presque 6 produits sur 10 viennent de l'étranger. Ça n'est pas normal. Où est-ce que vous allez pouvoir vivre? Où va vendre l'entreprise marocaine? Donc il faut revoir déjà notre besoin en importation, ensuite revoir beaucoup d'accords de libre-échange, et puis booster la consommation marocaine pour créer une demande intérieure. Une demande intérieure capable de générer, ce que vous avez dit, la valeur ajoutée, des plus-values, ensuite des emplois et des salaires. Nous avons très peu de création de valeur ajoutée. Nos entreprises sont pauvres. Nos entreprises créent très peu à l'international. C'est pour ça que même les Turcs vous marchent dessus. Une entreprise turque vous marche dessus. Donc, parce qu'elle est concurrentielle, parce qu'elle a des points de concurrence. Donc, nous avons besoin de soigner notre économie avec d'abord une situation bancaire favorable, mais honnêtement favorable. Pas vous donner un oxygène pour pouvoir respirer et puis après vous couper et vous retrouver en situation de faillite. Mortalité infantile des entreprises marocaines, 3 sur 5. 3 d'entre elles n'atteignent pas l'âge de 2 ans et demi, vous vous rendez compte? C'est terrible. Vous avez également des taux de crédit qui sont élevés. Vous avez aussi une concurrence énorme avec l'ouverture. Puis vous avez l'informel, qui représente 40% du PIB. L'informel auquel on n'a pas voulu trouver de solution. Et l'informel est un vrai poison qui ne permet pas à une économie de se dresser. Vous ne pouvez pas être partenaire de l'Union européenne et partenaire d'autres pays étrangers en Asie et estimer vouloir effectivement assainir une économie avec de l'informel. Et je conclue là-dessus, la monnaie, justement, notre monnaie, a besoin d'une petite inflation. On peut effectivement provoquer une petite inflation au-delà de ce qu'on vit aujourd'hui, parce que la Banque du Maroc insiste à garder les paramètres qu'on connaît, le fameux carré magique de Kaldor qu'on veut absolument protéger, mais attention, avec une inflation très faible, vous n'avez pas de relance économique. On peut doser l'inflation pour avoir une relance économique. Donc ce sont des paramètres qu'on doit additionner, alors que malheureusement aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est souvent des politiques de mise à jour, des politiques de rafraîchissement, des politiques d'amnistie fiscale. On n'a que des politiques de pompiers quelque part. Il faut qu'on soit dans la construction plus que dans l'extinction du feu. Revenons sur l'informel. Le but étant pour les politiques, je suppose, pour l'État, d'intégrer entièrement toutes les activités, les lignes de métier, tous ces gens qui sont à la marge. Est-ce que c'est intelligent de diaboliser l'informel, en le décrivant tantôt d'économie souterraine, tantôt de trafic illicite, faisant entrer dans la catégorie de trafic illicite de marchandises, de faire le parallèle avec la contrebande? Les gens qui écrivent ça, parfois les journalistes, je ne sais pas s'ils ont une idée sur ces gens-là qui vivent en marge de la société, parce que c'est ça, avant tout, l'informel, c'est des gens qui ont des activités marginales, certes, mais qui essayent tant bien que mal de s'en sortir. Vous savez, juste après le printemps arabe, en 2011, on a vu se développer une infinité de commerces informels
à la sauvette et ambulants. Il y a eu des boulevards qui ont été inondés. Le boulevard de l'Sultan a été inondé jusqu'aux 2/3 de personnes qui vendaient à la sauvette. Pourquoi? Parce qu'il y a eu le cas Bouazizi en Tunisie et l'ensemble des pays arabes ont évité de pousser un peu le bouchon sur ce type de commerce. Et je me suis dit la chose suivante. Pour une fois que l'État a décidé de laisser libre cours à l'activité économique, voilà ce qu'on a eu. On n'a pas eu Bill Gates, on n'a pas eu Rockefeller, on a eu des gens qui vendaient à la sauvette. Et ben c'est le reflet de votre société. Exact. Ouais. C'est le reflet d'une situation socio-économique qui est la nôtre et qui n'a pas pu faire plus que cela. Donc l'économie informelle, c'est le résultat, tout simplement, d'une population peut-être qui n'a pas eu accès à l'éducation primaire, à l'éducation secondaire, à la formation professionnelle, et qui a besoin de vivre. Et vous n'avez pas de filets sociaux, vous n'avez pas de couverture sociale. Comment voulez-vous que les gens, que monsieur tout le monde, puisse couvrir sa famille sans travailler? Et c'est normal que d'aller vers ce type de commerce. Donc il faut bien comprendre que vendre à la sauvette, et puis en plus, il y a l'exode rural. L'exode rural qui continue. Amplifié par quoi? Par les réseaux sociaux. On voit Casablanca comme étant un véritable paradis. Quand on est dans des régions un peu enclavées, tout le monde en rêve. Avant, les gens ne savaient pas. Maintenant, ils voient. Et ils viennent. Donc, il y a un exode rural qui fait que nous avons une situation effectivement catastrophique. Maintenant, pour l'État marocain, depuis maintenant 40 ans que ça dure, il est temps et urgent d'authentifier ces personnes, de leur donner de la dignité, de les recenser. Le recensement, monsieur. Exactement. Le recensement, j'appelle au recensement depuis plusieurs années. Recenser les pauvres, recenser le besoin, définir ce qu'est être pauvre dans ce pays, définir qui est dans le besoin. Et donc, tant qu'on n'a pas fait ce travail statistique, on n'aura pas de politique, de stratégie d'action. Et les personnes, justement, cette économie informelle doit exister. Bien sûr, ne pas confondre entre l'illicite, les ventes de produits périmés, etc., on n'en parle pas. Je parle de quelqu'un qui achète pour revendre, parce qu'il y a une famille derrière. Donc là, on est dans l'obligation de lui donner un statut de commerçant reconnu, avec son système fiscal qui sera le sien, avec une reconnaissance administrative et avec une dignité par rapport au pouvoir et au monsieur commis de l'État que vous avez cité, qui peut venir le brutaliser. Parce que c'est comme ça qu'on fonctionne. Et dans d'autres pays, ça a commencé comme ça. Et aujourd'hui, il est temps, il est urgent. On n'a pas honte de dire que le Maroc du XXIe siècle est un Maroc où il y a des centrales photovoltaïques et autres, et avoir des commerçants de proximité. Ça n'est pas une honte, au contraire. Puisque dans chaque zone, vous allez avoir une création de richesse qui pourra remplir un certain nombre de fonctions. Je pense que les gens ont besoin de dignité, et si nous sommes arrivés à cette situation-là, c'est parce que quelque chose n'a pas été fait auparavant. Donc il faut être courageux et se dire, et se regarder en face, et se dire, j'ai manqué des rendez-vous, aujourd'hui je vais les corriger en acceptant ma situation. Et en essayant de modifier le cursus de ceux qui viennent. Parce qu'au moment où je vous parle, d'autres enfants de 4-5 ans sont hors de l'école. Qu'est-ce qu'ils vont être dans 10 ans? Des médecins? Voilà. Donc on est en train de préparer le médiocre aujourd'hui avec ce qu'on sait déjà. Donc le responsable est quelqu'un qui accompagne des personnes vers une sortie, vers une vie digne, et celui qui intervient pour corriger le tir de ce qu'on a manqué auparavant. Et l'économie informelle, c'est le Maroc. Et ça, c'est Casablanca. Allez voir des villes comme Meknes, là où je suis d'origine, allez voir les gens qui... c'est de la misère sociale. C'est monsieur de la misère sociale. Comment voulez-vous combattre des recruteurs, justement, radicaux, si vous avez cette misère sociale? C'est impossible. Il est impossible. AQMI, Boko Haram et Ansardine, au niveau de toute la région MENA et Sahel, recrutent auprès de pays comme le Sénégal, le Mali, le Burkina Faso, l'Algérie, le Sud, la Tunisie, des gens qui errent, qui traînent et qui n'ont pas de structure et qui ont été abandonnés par leurs États. Donc attention à l'abandon humain. Il faut qu'on se batte pour, non pas l'indice de développement humain, mais l'indice de dignité humaine. Et ça devrait passer justement par une reconnaissance des tâches accomplies par ces gens, par ces individus qui sont invisibles au quotidien. Les vendeurs ambulants, le concierge. Personne n'est invisible. Invisible en tout cas dans la grille de lecture du gouvernement, parce qu'ils n'entrent ni dans la case ni dans les cols blancs, ni dans les cols bleus, ni dans ce et finalement puisqu'ils ne se retrouvent pas dans cette grille de lecture parce qu'ils n'ont pas de pouvoir d'achat finalement.
C'est très grave, ça. Non, c'est très grave. On a fait comme ça avec toute une partie de la population au niveau scolaire et voilà ce qu'on récolte à la fin. Non, c'est très grave. Tout Marocain mérite dignité et tout individu mérite une attention. Et si on ne le lui donne pas, c'est que le gouvernant est responsable, l'élu est responsable, les ministères sont responsables. Il faut qu'on soit capable de comprendre que nous sommes dans un virage important. Et ce virage ne peut être pris qu'avec tous les compartiments de la société. On ne peut pas laisser pour compte des personnes. Parce que si vous les laissez pour compte, on se retrouvera dans le même schéma qu'il y a 20 ans, c'est-à-dire des personnes qui vont être nuisibles pour vous. Et l'insécurité provient de cela. Il est urgent que notre gouvernement soit capable effectivement de comprendre l'urgence de la situation. Pour reconnaître l'importance de ces personnes-là et leur apport au niveau de la valeur ajoutée intellectuelle et économique. Et aujourd'hui, le recensement va leur donner un statut, une place, une possibilité d'évolution et une capacité, tout simplement, d'existence digne. Et je vous le dis, on doit retrouver notre dignité, c'est très important. Est-ce que ça ne passe pas par une redéfinition du succès? Comment vous définissez le succès? Là, il faut demander aux dames sur les réseaux sociaux, là, elles sont très qualifiées pour le faire, je ne sais pas le faire, moi je suis incapable de le définir, mais c'est vrai que... Comment vous dites ça? Non, parce que les jeunes aujourd'hui ont une idée du succès qui est nouvelle. Alors que le succès est relatif. Le succès est relatif, il n'est pas absolu. Hein. Le succès ne se fait pas par rapport à quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, on définit le succès par rapport à quelqu'un d'autre. Il me semble que le succès doit être défini par rapport à soi. C'est une relativité. Par rapport à ses capacités. Et avant même de définir le succès, il faut être capable de se connaître en termes d'atouts et de limites. Il est évident qu'une personne qui serait incapable de marcher ne va pas espérer, en tout cas, faire une course de 100 mètres. Ce serait aberrant. Il faut qu'on comprenne que chacun d'entre nous doit être capable de définir ses limites et ses atouts. À partir de là, je peux connaître mon succès. Mon succès, c'est ma progression. Mon succès, c'est ma progression quotidienne. Je célèbre tous les jours un succès parce que j'ai progressé quotidiennement. Et c'est une joie incroyable. Parce que sinon, si vous célébrez le succès par rapport aux autres, c'est une torture quotidienne. Ouais. Vous n'y arriverez pas. Vous ne pouvez pas concurrencer 9 milliards de personnes, c'est pas possible. Il faut fermer son compte Facebook, concrètement. Faut fermer son compte Facebook. Non, il ne faut pas le fermer. Il faut pas le fermer du tout. Il faut être dans une forme de lecture juste, de recul. Vous savez, le succès, c'est l'effort d'abord. Et je vous parle avec la génération, nous on est vieux comme on dit, je vous parle d'une génération qui a connu, le manuel, tout était manuel. Le recopiage, les exposés étaient faits à partir d'encyclopédies que l'on feuilletait, le livre, prendre le temps, beaucoup de manuels. On collectionnait des timbres, on vivait le temps comme il se présentait. Aujourd'hui, je vois mes enfants aujourd'hui sont incapables de patienter 15 secondes. Et si vous n'avez pas les outils numériques avec vous, la vie n'a plus de sens. Et c'est pour cette raison que pour ces jeunes-là, tout doit arriver vite. Même le succès. Et la patience n'est plus aujourd'hui un ingrédient de cette nouvelle génération. Pourquoi? Parce qu'ils ont tout à portée de main. Et ils ont raison. Quand on tape Google, on a ce qu'on veut. À notre époque, si vous ne connaissiez pas le dictionnaire par cœur, vous étiez incapable de savoir quelle était la définition d'un mot. Aujourd'hui, c'est un autre format de réflexion. Donc c'est pour cette raison que le succès est différent. Le succès, on le veut tout de suite. Et aujourd'hui, le succès passe par... c'est des canaux qui sont à surveiller. Parfois l'indignité, parfois la paresse, parfois le fait de l'empressement. Donc il y a des éléments qui sont aujourd'hui à revoir. Je crois que notre génération devrait davantage s'ouvrir à la nouvelle génération pour expliquer que le succès, ça n'est pas gagner. Le succès, c'est d'être capable de se valoriser et d'être bien avec soi-même. Et on voit bien qu'il y a beaucoup de jeunes qui ne sont pas bien avec eux-mêmes. Attention, ça c'est encore le gros danger. Être en cohérence avec soi-même. Ne pas être un divorcé de l'esprit et du corps, c'est très grave. Donc il faut que nos facultés nous reviennent et qu'on soit capable de discuter et de ne pas stigmatiser l'échec maintenant. Le succès c'est bien, mais l'échec n'est pas à stigmatiser. L'échec, c'est le début de quelque chose. C'est un essai. L'échec, c'est le début du succès peut-être, comme on dit. Et l'échec, on apprend beaucoup dessus. Vous savez, l'échec est important. On ne souhaite pas d'échouer. Je ne vais pas me dire, j'ai envie d'échouer, pas du tout. Mais si la vie me pousse à échouer, je dois en tirer des conséquences.
La femme ou l'homme digne est quelqu'un qui est capable de comprendre que son échec est aussi un moment de lecture. Et si on n'est pas capable de le lire, ni de revenir, ni de percevoir, on va se retromper encore une fois et on sombre quelque part. Est-ce que vous avez une idée sur comment les jeunes gagnent leur vie sur Internet aujourd'hui? J'ai appris avec le dropshipping, reskin, spam, etc. C'est difficile de céder aux tentations de l'argent facile. J'ai des étudiants aujourd'hui qui me parlent des bitcoins et qui me disent les cryptos, j'aurais dû acheter tant de bitcoins, j'aurais dû placer, et parce que ça rapporte de l'argent. Le maître mot, c'est l'argent, c'est vrai. Il y a aujourd'hui beaucoup de jeunes qui gagnent de l'argent sur les réseaux sociaux, sur Instagram et sur aussi YouTube. Je trouve que c'est bien. C'est leur moment de faire ça. Je pense que c'est intelligent. Tant qu'encore une fois, on respecte une dignité, tant que ce qu'on propose est consistant, tant qu'on est honnête, pourquoi pas? Moi, j'ai connu un jeune qui a voulu vendre des chaussures. Comme il n'a pas de local et que le local est trop cher, il est passé sur Instagram. Il publie ses chaussures sur Instagram, il les vend, il va très bien maintenant. Pourquoi pas? Donc, c'est le moment qu'il le propose. Ça n'est pas du tout une situation honteuse. Maintenant, le risque qu'on peut avoir, c'est l'instruction. C'est l'instruction. Gagner sa vie est une obligation certaine, mais l'instruction permettra de rendre plus longue cette situation, de régénérer une richesse. Le monde va changer, il changera encore davantage. Je pense que l'instruction est importante et c'est elle qui va permettre justement de concilier entre gagner sa vie et puis surtout comprendre où est-ce qu'on est. Je pense que les réseaux sociaux ont permis de trouver le moyen de gagner de l'argent et c'est une situation qui peut être comprise. Mais bon, encore une fois, je dis attention, parce que c'est nouveau tout ça. Le fisc va s'intéresser d'ailleurs à ces gens-là. Ça va être difficile. Non, c'est pas difficile du tout. Il y a des. Pour les cryptos, en tout cas, c'est pas évident. Pour les cryptos, non, les cryptos, c'est autre chose. Ouais. Mais pour les réseaux sociaux, les trains de vie, c'est possible. Donc là aussi, va falloir comprendre où est-ce qu'on est, puisque le fisc va courir là où argent est généré. En France, ça fait déjà 2 ans que la loi est applicable. La nôtre arrive dans quelques semaines, quelques mois. Mais en tout cas, on est en train de vivre un monde qui change, un monde qui est en perpétuelle évolution. Je comprends que vous avez du mal à digérer, on va dire, le fait que l'État se laisse les fonctions régaliennes et de l'école en particulier. Finalement, quand on voit que pratiquement 20%, que le privé est à pratiquement 20%, et donc quelle issue par le haut dans tout ça en fait, avec la précarité des enseignants, je veux dire, j'ai l'impression qu'on est dans un cul-de-sac là pour le coup. Non, c'est vrai que l'impasse est terrible. L'impasse est terrible, et plus on passe de temps, plus on est en train d'en perdre tout simplement. Écoutez, on a commis une erreur en 90. Il y a eu la volonté d'arabiser, la volonté de mettre en place des écoles privées. Il y a eu cette pression-là. C'est pas grave, on peut corriger le tir et on peut même penser non plus à l'éducation nationale, mais pourquoi pas une éducation régionale, des éducations par région. Des gens dans le sud du Maroc, Taloudan, Tafalaout par exemple, on peut très bien proposer des baccalauréats touristiques avec un renforcement des langues. Pourquoi passer son temps à faire de la physique et de la chimie alors qu'on ne sera jamais médecin, au lieu de faire peut-être des études de tourisme qui pourraient permettre, et de la comptabilité, à ce jeune, une fois à 18 ans, créer son site et vendre sa région, pourquoi pas. Voir la région de Jida où on peut avoir une agriculture, à Tanger, il y a autre chose. Donc je pense qu'il est temps qu'on puisse régionaliser l'éducation. Et être capable, bien sûr, de réengager l'État. Le faire intelligemment. Il y a eu plein de propositions. Le privé peut y participer. Aujourd'hui, l'école privée est une école marocaine. Maintenant, il y a une possibilité de convertir les choses et de mettre en place une participation des écoles privées avec le public, de mettre en place des cotisations pour les familles qui ont les moyens de pouvoir enseigner leurs enfants à ce qu'ils paient peut-être à la place de l'autre, comme ça se fait dans d'autres pays. Il y a 1001 idées, vous savez, le plus grave c'est de ne rien faire, c'est ce qu'on est en train de faire, c'est de ne rien faire. Et d'urgence, et ça n'est pas une montagne, redonner à l'enseignant toute sa place. Former des enseignants, vous les prenez là maintenant, vous prenez les meilleurs. Au baccalauréat, vous prenez les meilleures mentions et vous en faites un vrai statut. Pour se dire que dans 20 ans ou dans 15 ans, on aura tel et tel
telle et telle équipe. Parce qu'aujourd'hui, l'enseignant d'aujourd'hui est issu du modèle dont on critique les formalités. Donc, nous n'avons pas d'issue. Les hommes politiques qui vous diront qu'on va passer ça en silence et qu'on va continuer comme ça sans éducation nationale se trompent de combat. Demain, la famine ne sera pas celle du ventre, ça sera celle de l'esprit. Le sous-développement ne sera pas mesuré avec ce que vous mangez, mais avec ce que vous avez appris. Et il est urgent, mais vraiment urgent, que notre gouvernement se penche à 1000% sur l'éducation, dès demain. Et c'est possible. Il est inconcevable que derrière chez moi, qu'il y ait 4 écoles fermées. 4 écoles, monsieur, qui sont fermées. Et je les ai mentionnées, et j'ai même invité monsieur le ministre à faire un tour. Je serais content de le recevoir, qu'on puisse faire un tour dans notre quartier et voir pourquoi ces écoles sont fermées. Ça n'est pas normal. Quand devant ces écoles, des enfants jouent dans la boue à ne rien faire. Ça n'est pas normal. Pour moi, c'est une image qui est cruelle. Ces écoles doivent ouvrir. Et nous sommes capables, avec des collectifs de quartier, de donner des heures, des cours, d'acheter et de faire et d'aider. L'État ne sera pas seul. On peut faire plein de choses. Et le Marocain est généreux, surtout pour l'éducation. Et moi, je ne vois pas autre chose. Franchement, je ne vois pas autre chose. L'issue, le salut, c'est par l'éducation. Et tant qu'on ne comprendra pas que c'est important, eh bien, on sera en retard à chaque fois quand d'autres pays auront avancé. Le digital aujourd'hui, le Covid-19, nous a montré qu'on était capable d'enseigner autrement. Faisons-le. Pas à 100%, mais à 30%. On pourrait par exemple utiliser le distanciel pour... pas complètement. C'est un autre débat. Pour les gamins dans le milieu rural qui n'ont pas accès, qui mettent des heures à se rendre à l'école à pied, etc. On pourrait utiliser le distanciel pour ça. Je veux dire, tout un certain nombre de technologies qui vous permettent de vous connecter. Donc on peut utiliser ça, même le distanciel, peut-être pour donner des cours. Tout à fait. Des gamins sans pour autant qu'ils parcourent des kilomètres à pied. Tout à fait. Mais bien sûr. Mais bien sûr, aujourd'hui, dire que des régions sont enclavées, c'est commettre une erreur. Bien sûr qu'on peut le faire. Il faut de la volonté. Il faut simplement le vouloir, j'allais dire. On a tout. Mais on a quand même un État qui ne sait pas faire. Vous insistez, hein. Non, mais je veux dire, on fait que décrire les choses. Je veux dire, c'est un constat. C'est presque un. Je ne fais pas partie de l'État. Je ne sais pas comment fonctionne l'État. Peut-être qu'il y a des freins. Est-ce qu'il faut créer peut-être une agence d'intelligence économique indépendante Vous savez, on a tellement de commissions, de comités. Tiens, donc le nouveau modèle économique va sortir dans quelques semaines. On va l'attendre. Je pense qu'il y a des gens intelligents qui y sont penchés. Il va sortir. On verra ce qui sera donné. L'intelligence, les idées ne manquent pas au Maroc. Et les commissions, c'est pas la solution. Commission sur commission, je crois que c'est pas vraiment une solution. On a un ministre responsable de chaque pôle. Il devrait jouer son rôle. Je ne sais pas comment fonctionne l'État profondément. Je ne peux pas vous le dire, mais en tout cas, je suis sûr qu'il y a des compétences. Elles sont là, on le voit, et on est capable par une magie, tout comme on a pu le faire, vous savez, pour le Covid, on était content quand on a réussi à avoir les masques, on a réussi à avoir le gel hydroalcoolique, on a réussi à avoir les vaccins, tant mieux. Donc on sait faire. Nos parents sont allés se faire vacciner, puisqu'effectivement c'est la première tranche. Ils en sont revenus très contents. On sait faire alors. On sait faire. On sait accueillir. Donc pourquoi on le fait pour l'un et pas pour l'autre? Donc finalement, on est finalement malhonnête dans ce qu'on fait. Il y a une part de malhonnêteté. Et je crois que la responsabilité, le compte rendu, la reddition des comptes peuvent participer à ce qu'on évite ces situations-là. Et donc aujourd'hui, l'État marocain, enfin par son gouvernement, il est constitué de personnes très compétentes, c'est certain. Maintenant, peuvent-elles faire? Sont-elles capables de faire? Jusqu'où peuvent-elles faire? La question reste posée. Au XXe siècle, il s'est établi une sorte de synonymie entre un État industriel, État développé, entre non industriel, non développé. Aujourd'hui, on parle on parle d'une économie post-industrielle basée sur la connaissance, sur l'économie du savoir. Quand on a du mal avec la tertiarisation de l'économie, je veux dire, pourquoi elle est peut-être évoquée parfois l'économie du savoir, qu'on n'est pas arrivé à l'aboutissement de l'industrialisation. Alors là aussi, il faut qu'on revoie la cartographie de la population active. Près de 60% des Marocains travaillent encore la terre. Donc, plus d'un Marocain sur deux vit de la terre.
et le secteur tertiaire ne représenterait que 10 à 12%. Le reste est le secondaire. Donc on est encore en retard, bien entendu. Exact. Parce que nos structures sont encore familiales, les structures sont encore en voie de développement, on sait très bien. Nous avons des pôles industriels qui ne sont pas répartis. Il y a des zones marocaines où l'industrie n'est pas encore présente comme elle pourrait l'être à Tanger ou dans le centre Rabat-Casa, etc. Donc il y a une forme de désert quelque part industriel. Parler du quaternaire et de la digitalisation, c'est imposé à nous. Cette année, il faut le dire, on a été obligé de voir des entreprises se digitaliser. Les banques ont fait de grands progrès, l'agroalimentaire, beaucoup de services se sont digitalisés et ils ont compris que, par la force des choses, c'est comme après la guerre, on doit se marier à la circonstance et à la conjoncture. Et aujourd'hui, nous avons compris que ça passait par la digitalisation. Maintenant, est-ce que nous avons une matière première en termes de matière, j'allais dire, intellectuelle capable de propulser le secteur quaternaire? La question reste posée. Nous avons des génies un peu partout, hein, on est bien content d'avoir XY au niveau des vaccins, mais le problème c'est que il faut savoir les garder, première chose. Il faut savoir leur donner les conditions pour qu'ils puissent rester dans le pays et ne pas aller vendre leur savoir ailleurs, et aussi être capable d'informer de façon continue. Et que l'école marocaine soit capable d'être fière de ces formations-là. Vous savez que le développement, c'est un tout, c'est un train avec plusieurs wagons. On ne peut pas arriver à destination avec un seul wagon. C'est le wagon de la culture, de la liberté, du savoir, du savoir-faire, du bien-être aussi, de la demande, de la consommation, de la démocratie, de l'égalité, du respect des femmes, des enfants. Donc il y a toute une panoplie d'éléments. Et c'est pour ça qu'à chaque fois qu'on a commencé à aller vers le développement, on a un petit peu échoué. Parce qu'on a choisi des secteurs et on a oublié d'autres secteurs. Et c'est ce qui fait que le train du développement n'a pas démarré chez nous. On est en voie de développement, ça fait 40 ans. Je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on... Voilà. D'autres pays, ils sont arrivés à ce qu'on a appelé les NPI, les NPIA, on a eu d'autres appellations. Les pays industrialisés, les pays... Voilà. Le Maroc doit, première chose, uniformiser son territoire, parce que nous avons plusieurs économies, plusieurs rythmes, plusieurs Maroc. Là, le rural, et dans le rural, il y a plusieurs niveaux, vous l'avez évoqué, donc beaucoup de travail à faire en interne, quant à la mise en forme, j'allais dire, de la situation globale, et à ce que un Marocain soit égal à un autre, et à ce qu'il puisse avoir les mêmes chances, la méritocratie, les mêmes chances données par, encore une fois, des structures de formation, les mêmes chances dans la vie, dans les structures sanitaires, aussi hospitalières, et les mêmes chances économiques également. Donc c'est un travail duquel on ne peut pas échapper. Et Sa Majesté rappelle à chaque fois le capital humain, que les hommes politiques ne veulent pas entendre. Le capital humain, les pierres, les tunnels, les ponts, c'est magnifique. Si vous n'avez pas d'humain, vous n'avancez pas. Et justement aujourd'hui, nous délaissons le capital humain. Et à chaque fois, c'est répété. Si vous suivez plusieurs discours, une fois par an, au moins, c'est rappelé. Le capital humain. Et la dignité. Deux choses. Je crois que nos gouvernants ne veulent pas comprendre ça, ou ne peuvent pas le comprendre, je ne sais pas ce qui se passe véritablement, mais il y a un passage obligé qu'ils ne veulent pas aborder, et ce qu'on nous offre, c'est toujours des accords de libre-échange, des accords de développement, faire partie, le classement, le doing business, etc., les classements incroyables, farfelus, mais ça parle à qui ça? Ça parle à qui, justement? Et je pense qu'il ne faut pas qu'on soit divorcé, encore une fois, entre notre tête et notre corps, c'est important. La population et le sol doivent être unis dans un projet unique, dans un projet qui soit solidaire, dans un projet qui fédère, dans un projet où toutes les forces sont actives. Et c'est le plus grand équilibre et le plus difficile dans l'équilibre à trouver. Les gouvernements se sont succédés, on a vu, le PJD a eu 2 mandats, il fera peut-être au 3e, j'en sais rien, ça va dépendre des élections. Eh bien, on a bien vu le bilan qui est dressé, qui est un bilan socialement relativement pauvre. Donc, ils sont appelés à faire des progrès là-dessus. Oh, Captain Mike. Pourquoi on aime les effets d'annonce en Maroc? Ça sera la dernière question. C'est pas que les effets d'annonce qu'on aime. On aime aussi les plans 2020-2035. Plus grande. Oui, 2020-2035. De dessalement. Mais c'est pour reporter, tout simplement. C'est pour, vous savez, les plans qu'on met en avant, c'est pour sortir du gouvernement et dire, ah ben j'y suis plus. Donc 2020-2035, 2010-2025, parce qu'on n'y est plus, c'est plus moi. Mais vous vous rendez compte un peu, aujourd'hui, peut-on dans un pays
se projeter sur 15-20 ans. Non, c'est pas possible. Le monde change. Si on arrive à se projeter juste, franchement, sur 3 mois, je dis bravo. Le monde change. Le 21e siècle est changeant. Il mérite une gouvernance dynamique, une gouvernance avertie, une gouvernance lucide pour être capable justement de corriger, de faire des plans non plus stratégiques sur 1000 ans, mais opérationnels qu'on pourrait corriger au fur et à mesure. Et il faut être capable d'intervenir. Et il n'est pas honteux de dire je me suis trompé, je corrige le tir. Vaut mieux le dire au premier qu'à la fin et se rendre compte qu'on a perdu du temps. Oui, on aime beaucoup se projeter, ça permet de diluer la responsabilité et aussi l'effet d'annonce. Vous savez, c'est pas qu'au Maroc, c'est partout parce que les réseaux les prennent et les réseaux sont devenus un moteur qui permet au gouvernement de souffler. On leur jette quelque chose, ils rongent pendant des semaines, puis après on jette quelque chose d'autre. Et puis, l'esprit est téléguidé par... On a eu des semaines de débats sur du rien du tout. J'ai eu une semaine de débat, moi, je le dis aujourd'hui, sur un marchand d'œufs. Il vendait des œufs. Quelqu'un qui m'a demandé, bref, de lui prêter un petit peu d'argent. J'ai prêté l'argent avec plaisir. Et après, cet argent ne m'est jamais été rendu. J'ai osé sur les réseaux dire, écoutez, je pensais que c'était un prêt. Ça aurait été un don avec plaisir, mais c'était un prêt. Et le débat, c'était pas le marchand de loin de là. C'était le prêt, la notion de responsabilité, la notion de un maintenant, ne serait-ce que ça. Les gens vous ont lynché. J'ai été appelé par je sais quel média, je sais même plus, pour une interview. Je leur ai dit, mais vous n'avez pas honte. Incroyable. Interviewé pour un marchand de quoi on parle? Mais de quoi on parle? C'est ça le problème. Incroyable. Donc vous vous rendez compte un peu comment on peut détourner l'attention globale de toute une population dans du vide, malheureusement. Soyons sereins, soyons lucides, soyons critiques et attention, la vie ne se passe pas complètement uniquement sur les réseaux sociaux. Dernière question, pourquoi on évacue la dimension éthique des rapports économiques? Comment vous dites? Pourquoi on évacue la dimension éthique des rapports économiques? Vous venez de parler d'irresponsabilité. Le socialisme qu'on a vécu à la fin des années 80 aurait plus d'éthique que le capitalisme ou le libéralisme. Le libéralisme, c'est une course effrénée vers des plafonds incroyables de gains, de dividendes, de profits. Et là, on a complètement détourné la chose économique quand on l'a financiarisée. L'économie s'est financiarisée, les richesses se sont démultipliées et on a ôté la notion de gain qui permet de vivre, de subvenir à des besoins, on l'a ôté pour la transformer en cupidité. Donc le capitalisme et le libéralisme ont piétiné l'éthique. Du coup, aujourd'hui, on parle de capitalisme sauvage, de concurrence effrénée, on parle d'opportunités incroyables. Ce qui nous dispose de pensée moralisatrice, justement. Il n'y a plus de moralisation. Ouais. Et finalement, lorsqu'en 2008, il était question de corriger la crise des subprimes, qu'est-ce qu'on avait dit à l'époque? On avait dit que la crise a été puissante, elle a duré de 2008 à 2018. Heureusement que le Covid est arrivé en 2019, pour que plus personne ne relève la tête, malheureusement. Donc, on a vécu 10 ans de crise. Et à la sortie de ces réunions, il était question de moraliser le capitalisme. Vous vous rendez compte? On n'a pas pu le réglementer. La finance n'a pas été réglementée. On a proposé de la réguler. Faites-vous la différence entre réglementer avec des lois et réguler avec des morales et des phrases? En fait, on va dire aux gens de gagner moins, s'il vous plaît, gagnez moins, parce que c'est moins éthique, moins moral. En fait, on a peur de la finance, on a peur de l'économie aujourd'hui. L'économie est devenue plus puissante que les États. D'ailleurs, l'économie a humilié tous les chefs d'État européens. Sarkozy, Macron aujourd'hui, Hollande, en Espagne, en Angleterre. L'humiliation parce que, pour la simple raison que les pays, que les chefs d'État ont voulu mettre en place des politiques économiques de relance, niet, interdit. Interdiction de mettre en place des politiques de relance. Du coup, qu'est-ce qu'on vous a laissé? On vous a laissé le diktat de la Banque Centrale Européenne à l'époque. L'austérité. L'austérité, parce qu'il ne fallait pas déséquilibrer Sa Majesté l'euro. Et donc aujourd'hui, vous avez, à l'issue de cette crise 2008, une victoire des banques, une humiliation des États et une mise au pas des sociétés. Ça a donné un printemps arabe en 2011 et un printemps financier en 2012 en Europe. C'est le même. Donc vous avez bien vu qu'aujourd'hui, le manque d'éthique, au niveau de cette nouvelle économie qu'on a pu croiser, ce capitalisme sauvage,
qui insuffle à nos enfants le gain à tout prix, le gain facile, eh bien, est en train de tordre complètement toute réflexion quant à la noblesse, j'allais dire, de la création de richesse, du partage et de la possibilité de développement dans un aspect encadré avec des acteurs, des institutions qui joueraient leur rôle. Aujourd'hui, on est dans une véritable cacophonie. C'est vraiment une explosion atomique, une cacophonie du système. Il n'y a pas aujourd'hui un économiste qui est capable de dire ce que dit son semblable de l'autre côté. Il y a une recherche incroyable, c'est tant mieux parce que ça va se reposer un jour. Mais aujourd'hui, il y a une cacophonie de lecture de ce qui se passe autour de nous. Talal Shakir, merci beaucoup. On Merci arrive au bout et je vous dis à très bientôt. Inch'Allah, avec plaisir. Merci. Et je dirais une dernière phrase. Vous avez dit que j'étais Ouidadi tout à l'heure. Et je voudrais dire à tout le monde que notre génération a vécu des derbies avec le Raja où le public était mélangé. Quand on raconte ça, les gens sont stupéfaits. Les gens étaient mélangés. Et quand le Wydad marquait, on sautait de joie. Quand le Raja marquait, nos amis sautaient de joie. Et on se rentrait à la maison, même quartier, même famille des fois, avec une sympathie incroyable. Je pense que nous devons retrouver cette raison d'être et non pas faire du sport un élément de division. Le sport, au contraire, rassemble. Il ne divise pas. L'adversité n'est pas l'animosité. Mon adversaire n'est pas mon ennemi. Il faut qu'on le comprenne, sinon on n'a rien à faire dans le monde du sport. Formidable. Merci. Formidable, merci. Voilà. Merci à vous.